Salut les terriens. Salut les terriens. Alors les terriens de ce soir sont Marie-Lou Berry. Marie-Lou Berry, bonsoir, vous êtes comédienne. Oui. À l'affiche de Joséphine, adaptée de la célèbre bande dessinée. Et pour rappel, vous êtes également la fille de Josiane Balasco. Je le reprécise parce que c'est de moins en moins visible quand même. Hein. C'est pas gentil. C'est pas vrai. Je ressemble beaucoup à ma mère. Autre terrien avec nous ce soir, Robert Ménard. Robert Ménard, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour un nouveau livre intitulé « Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je ne suis pas d'accord et vous êtes un con ». Autre terrien avec nous ce soir, Antoine Duléry. Antoine, c'est en voyant Jeanne Moreau que vous avez décidé de porter la petite barbe comme ça, non? Ça me rajeunit, tu comprends, maintenant, il faut faire attention à notre look. C'est très beau. Autre terrien avec nous ce soir, Max Boublil. Oh. Alors Max est ici pour nous parler de l'Olympia et de votre tournée dans toute la France, mais aussi pour vous réjouir du film Les Gamins. 1 500 000 entrées. 600, mais on n'est pas à 100 000 près, je vous les laisse. Et vous êtes fiers d'avoir fait connaître Alain Chabat à toute une génération, pour qui c'était une sorte de Fernand Reynaud. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, William Deligny, alias Yati Swami, qui a troqué son quotidien de skinhead contre une vie dédiée à la spiritualité. Eh bien, il a eu tort. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Marie-Lou Berry, bonsoir. Donc il y a exactement 2 semaines, votre maman, Josiane Balasco, était sur ce fauteuil. Et voilà. Nous regardions ces photos de vous. Oh là là. C'est fou. C'est hein. sympa, merci. On ne dirait pas la même personne. C'est vrai que Josiane a demandé un test ADN. Non, par contre, j'ai pu garder les mêmes chaussures. Je les ai encore, celles-là. Elles me vont toujours. Alors j'ai demandé à Josiane si vous aviez remplacé le sucre en poudre par la cocaïne. Et elle n'a pas su me répondre. Et en fait, j'ai appris depuis que c'était poisson-légumes. Non, je suis toujours aussi obsessionnelle et excessive, sauf que je peux aller dans l'autre sens aussi maintenant. Mais j'aime toujours autant la pizza. Et puis, vous faites un truc incroyable, du jogging. Ouais. Maintenant, je fais un truc encore plus incroyable. Je vais à l'espace Bikram faire du yoga Bikram. Ah ouais. Et là, c'est à 40 degrés. Hein. Ce qui fait qu'on sue énormément et on se dépense beaucoup. Ouais, faut être très maso pour faire ça. Ouais, peut-être, mais j'aime ça. Ouais, ça vous va bien, en tous les cas, continuez. J'ai perdu à peu près l'équivalent d'un enfant de 7 ans, pour vous donner une idée. Puis surtout, vous avez vu que dans toute sa carrière, le plus beau mec que votre mère avait embrassé, c'était Gérard Jugnot, donc vous êtes dit quand même que... Ah non, elle a roulé des pelles à Depardieu, quand même. Ah oui. À Daniel Auteuil, qui est quand même... Alors aujourd'hui, vous dites, je ne suis pas une bombe hallucinante, mais j'ai un nouveau pouvoir, je fais bander les mecs. Non, mais il y a des jours où je ferais mieux de fermer ma gueule, surtout. Et en même temps, j'ai la chance d'avoir gardé cette relation assez masculine avec les réalisateurs, parce que je suis pas dans la séduction. Alors, le conte de l'histoire, c'est que dans le film qui vous amène ce soir, vous portez une prothèse qui grossit votre cul. Tout à fait, je me suis fait mouler le cul, oui. Alors, il y a des mecs qui vous ont peint le cul au latex, comme ça, pour prendre... C'est ça, oui, pour faire une... Parce qu'en fait, le principe de Joséphine, c'est qu'elle est caractérisée par 2 choses. C'est qu'elle est blonde et qu'elle a des énormes fesses en forme de cœur. Ouais. Et même si j'ai un cul tout à fait présent, il fallait quand même l'accentuer un petit peu. Alors, le film, c'est Joséphine, donc l'adaptation de la bande dessinée éponyme de Pénélope Bagieux par Agnès Obadia. Alors, c'est l'histoire d'une trentenaire obsédée par la taille de ses fesses. 29 ans, 3 quarts. Ouais. Elle pense que si elle n'avait pas des grosses fesses, bah finalement... tout serait beaucoup plus serait simple. mieux. Mais finalement, c'est assez anecdotique et on l'oublie assez vite parce que c'est surtout une nana qui est célibataire, qui vit seule avec son chat qui s'appelle Brad Pitt. C'est un peu son lot de consolation parce qu'elle se dit que c'est un peu la seule avec Angelina Jolie à pouvoir caresser Brad Pitt. Et elle cherche l'amour, sauf qu'elle le cherche super mal et qu'elle a un don inné pour prendre la mauvaise décision, quoi qu'il arrive. Elle cherche un mec qui soit non-fumeur,
bon cuisinier, qui aime les chats et qui veut plein d'enfants. Et fan de Woody Allen, avec des poils mais pas trop, surtout devant, pas trop dans le dos, avec évidemment pas de calvitie, une bonne condition sociale, sinon c'est pas drôle. Voilà, mais c'est un peu, ça représente la liste, le CV en béton armé qu'il faut avoir aujourd'hui pour se trouver un mec, quoi. On regarde à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, 19 juin 2013. Votre horoscope du jour. Vénus et Uranus sont en alignement favorable. Bande d'obsédés. Travail. Concentrez-vous sur les dossiers importants. T'as raté l'info du siècle ce matin en réunion. Gilles s'est fait larguer. Bien-être. Privilégiez votre beauté intérieure. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je vous préconise du sport. Bah, je vous dis pas merci alors. Famille. Vos relations sont au beau fixe. Tu me pourris la vie. Le jour de mon bac, t'as appelé le lycée pour une fausse alerte à la bombe. Et le jour de mon permis, tu m'as fait fumer un joint. Amour. Arrêtez les plans cul. Je sais pas où sont les mecs bien. Sans doute avec des filles bien. Évitez de vous mettre trop en avant. Acceptes-tu de devenir ma femme? Moi aussi, on m'a demandé en mariage. Ça se passera au Brésil. Marcelo est chirurgien, là-bas. Un chirurgien? Au Brésil. Vos mensonges peuvent vous mener très loin. Tu crois que j'ai pas vu que tu voulais me dénoncer? Judas. Voilà Joséphine avec Marie-Lou Berry en salle mercredi. C'est cool. C'est cool. C'est cool, ouais. Ouais, vous avez vu le cool. film, c'est bien. Ouais, merci. Et là, dans ce film, il y a votre premier vrai baiser de cinéma. Ouais. Parce que Omar Sy, dans Nos Jours Non, Heureux... c'était... Oui, on a mis un peu la langue quand même, mais c'était... Ah, quand même. Marie-Lou. Alors, Antoine Duléry, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Tout va bien pour vous, hein? Alors, j'ai fait le compte, vous avez fait une 50aine de films. Hein. C'est vrai que parfois, quand vous voyez un film à la télé, vous êtes étonné de vous voir dedans. Mais oui, parce Oui. que j'ai fait beaucoup de choses, des petits, des moyens, des grands rôles, des plus... Enfin voilà, les choses sont venues petit à petit, comme dit André Gide, il faut suivre sa pente du moment qu'elle monte. C'est ce que j'ai tenté de faire, humblement. Alors, Antoine, vous vous lancez seul sur scène, Oui. avec un spectacle intitulé Antoine Duléry fait son cinéma, mais au théâtre. Et vous serez en Avignon du 6 au 28 juillet au théâtre du Chêne Noir. Ouais. C'est quand vous avez vu que même Julien Courbet montait sur scène que vous avez décidé de faire un spectacle. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai pas vu, il paraît que c'est bien. Alors, ce spectacle, c'est un formidable fourre-tout, mélange de sketch, de stand-up, d'imitation, de chansons, de confidences. En gros, c'est comme passer une soirée avec vous, quoi. Exactement. Alors la soirée, elle est chez Fabrice Lucchini, tu comprends, c'est totalement énorme. D'autant plus qu'à Daniel Prévost, t'es à chier, vous êtes tous à chier. Voilà. Et puis il y a Patrick Chenet qui est là. Alors je me retrouve avec Patrick Chenet, avec Daniel Prévost, avec truc. Et puis brusquement, il y a un espèce de psy qui fait la jointure de tout ça, qui est un espèce d'Henri Chapier. Alors pourquoi Antoine Duléry, finalement, ce désir soudain d'entamer une thérapie? Je rends hommage aux gens que j'aime, que j'ai eu la chance Vous de faites rencontrer. Alain Delon aussi. Je fais Alain Delon. Alain Delon, à un moment donné, je vais faire Noiret à Alain Delon, parce que Michel Serrault va dire, moi j'ai raté ma carrière. Bah oui, c'est vrai, on m'a cassé la biscotte. C'est pas moi qui ai cassé la biscotte, c'est la biscotte qui m'a cassé, parce que ce que j'aurais voulu, c'est jouer le rôle de Robert De Niro parfaitement. Are you talking to me? T'as fucké ma femme? T'as fucké ma femme? Et alors, à ce moment-là, effectivement, Claude Rich lui dit, mais alors, excuse-moi, c'est assez cocasse, parce que si toi, alors, à Michel, tu avais joué les rôles de Robert De Niro, comment Robert De Niro aurait joué Zaza Napoli? Le fuck my biscotte. C'est un mélange des genres. Chantez comme Michel Legrand. Près de moi, je n'en sais rien encore. Adibida badi, bida badi bida, adibida badi, adabadi bida, adibida badi, bida badi bida. C'est chiant. Je crois que c'est fini, ça recommence. Ah, baba, bibi, Attends, et Barbara, moi je veux que tu me fasses Barbara. Je veux que tu me fasses Barbara. Parce qu'à un moment donné, je fais. Et le pleut sur Nantes, j'ai recouvert le cadavre de ma mère, je l'ai dans les eaux de l'hiver, et les os de mon père, je l'ai dans les eaux du cimetière, mon cancer, je l'ai raté, je suis violé encore un peu. Parfait. Alors, la dernière chose, j'ai pas vu le spectacle, je ne comprends pas pourquoi tu es en lutteur de sumo. Ah ouais. Ça, c'était la toute première, et à un moment donné, je démarrais le spectacle en sumo. Oui. Parce que je l'ai beaucoup fait dans la vie, avec le slip rentré dans le cul, et donc on a décidé que je rentre comme ça. Et finalement, je le fais, mais je le fais un peu plus tard. Alors, ce spectacle a été joué à Lyon, à Aix, Ouais, et le t'as- journal La Provence a adoré. Ils ont dit Antoine Duléry
a réussi son entrée dans le monde du one-man show avec cet ovni théâtral. Et eux, la Provence, ils connaissent les spectacles d'humour, parce qu'ils voient jouer l'OM toutes les semaines. Ils ont l'habitude. Ça fait longtemps qu'on le voit sur tous les plateaux en train de faire toutes les imitations, et tout le monde, je pense, tout le monde te disait, mais quand est-ce que tu Bien fais ton sûr, ils le faisaient spectacle gratuitement. Mais il fallait trouver l'histoire. Je voulais pas faire un spectacle d'imitation. Encore une fois, ce n'est pas un spectacle d'imitation, c'est une histoire que je raconte. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Lou Berry, de Robert Ménard, d'Antoine Duléry et de Max Boublil. Alors, Robert Ménard, rebonsoir. Donc, après avoir été patron de Reporters sans frontières, journaliste sur iTélé, fondateur du site Boulevard Voltaire, vous avez décidé de devenir le nouveau méchant des médias français. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Bah, c'est déjà plus marrant de venir à la télé pour faire le méchant que pour défendre deux journalistes ouzbeks qui ont été emprisonnés. Quel cynisme! Vous faites partie, Ménard, du club des méchants avec Zemmour, Brunet, Collard, Soral, Dieudonné et Messan. Vous êtes un peu dans la même mouvance. Ah ouais, non, je crois pas. Non, je me sens pas dans cette mouvance-là. Mais enfin, si ça fait plaisir au garçon que tu es, je veux bien. On va reprendre les choses au début. Alors, vous êtes né en 1953 à Oran, exact. En Algérie. Vous avez 9 ans quand votre famille rentre en métropole, c'est-à-dire au moment de l'indépendance en 62. Exactement. Et c'est là que votre père défend l'OAS. Mais il l'a défendu. Mon père, il était communiste avant. Ensuite, pendant la guerre d'Algérie, il s'est retrouvé dans l'OAS parce qu'il pensait... Alors, pas à juste raison, l'histoire dit, mais il pensait chez lui. Et après, il retournera à gauche, d'ailleurs, comme plein de gens, comme plein de pieds noirs. Et ça a cassé leur vie de partir. Alors, ensuite, collège religieux, puis études à Montpellier, des études de philosophie. Et à l'époque, Robert, vous envisagez de devenir prêtre. Ouais. Et c'est ma mère qui m'empêchera d'être prêtre. Pourquoi? Parce qu'elle dit, il y en a déjà un dans la famille et qu'un par génération, dans ma famille, ça suffisait. Sinon, oui, j'aurais été prêtre. Ensuite, vous militez à la Ligue communiste révolutionnaire. Ouais, absolument. Vous créez une radio libre qui s'appelle Radio Pomarède. Vous devenez président de l'association de la libération des ondes. Vous avez un procès. Et Mitterrand, François Mitterrand, est votre témoin de moralité. J'imagine que vous avez été condamné, non? Je ne sais pas si c'était le meilleur choix comme témoin de moralité. Oui. Je vous le concède. Ensuite, vous devenez journaliste à Radio France Héros. Ouais. Et en 1985, vous créez Reporters sans frontières. Alors, vous vous illustrerez par la lutte pour le boycott des Jeux Olympiques de Pékin, contre Castro, contre Ben Ali, contre Bachar el-Assad. Et en 2008, vous quittez Reporters sans frontières pour devenir directeur du centre de Doha pour la liberté d'information, financé par l'émir du Qatar, à hauteur de 3 millions d'euros par an. Alors, c'est un peu bizarre, parce que vous devenez responsable de ce centre pour la liberté de l'information au Qatar, à Doha, alors que, quand vous étiez à Reporters sans frontières, le Qatar était à la 80e place pour la liberté d'expression dans le monde. Thierry, c'est la femme de l'émir qui m'appelle, une femme sidérante de beauté, qui m'appelle... et c'est vrai que je tombe sous le charme, et qui me dit, en gros, écoutez, ce pays est ce qu'il est, nous on lui donnait des notes épouvantables, vous allez m'aider à le changer. Et moi je me suis dit, ça y est, je suis Voltaire, elle est Catherine II de Russie, et je vais changer ce pays. Je me suis gouré complètement. Ouais. 6 mois après, c'était à couteau tiré, et on s'est tiré avant que ça finisse. Alors là, vous balancez dans un livre qui s'appelle « Enquête sur la face cachée du Qatar, le coffre-fort de la France ». Mais j'assistais à un truc incroyable, c'est-à-dire de droite et de gauche, les gens venaient au Qatar pour dire des énormités. J'ai entendu Chirac expliquer que le Qatar et la France avaient un point commun, une immense histoire culturelle. Tu regardais le désert autour de toi, tu disais, mais où c'est possible? Ségolène Royal qui avait dit... Ah oui, le Qatar, c'est un truc extraordinaire parce que moi, je connais les pays comme ça. J'élève des chèvres au Poitou-Charentes. Alors, les mecs la regardent. Tu vois, il n'y a pas un type au Qatar qui savait ce qu'était une chèvre. Il savait ce que c'était une Rolls, une bagnole, mais des chèvres, il n'y en a pas un qui avait fait. C'était surréaliste. Alors, c'est là que vous commencez à basculer quand même, hein, parce que après le sketch... Là, je le vois venir. Après le sketch de Dieudonné chez Fogiel... vous le soutenez.
Je le soutiens comme j'ai soutenu tous les gens. Oui, d'accord, non, mais il ne faut pas soutenir tous les gens. Il faut soutenir les gens qui méritent d'être soutenus. Non, ça c'est-à-dire que Dieudonné, une fois qu'il a fait son sketch antisémite chez Fogiel, vous n'avez plus à le soutenir. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Ah bon? Vous ne pouvez pas dire ça. En plus, vous êtes le plus non, moi je l'ai viré de placé. mon plateau. Après ce sketch. Attendez, je vous trouve des qualités d'avoir reçu des gens que personne ne voulait oui, recevoir. Mais à un moment, j'ai arrêté de les Oui, recevoir. mais vous avez tort de le faire. Moi, je ne partage pas les idées de Dieudonné. C'est pas le problème. Le problème, c'est que je pense qu'on règle pas ce que dit Dieudonné en le foutant devant un tribunal. C'est tout. Je pense qu'on discute avec les gens, qu'on essaie de les convaincre, que d'amener quelqu'un devant la justice, ça règle rien. Enfin, en avril 2012, donc il n'y a pas longtemps, vous avez reçu Dieudonné, alors qu'il s'affiche partout avec Robert Forisson, qui nie l'existence des chambres à gaz. Je veux dire, il ne faut plus le recevoir, Dieudonné. Moi, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu, Dieudonné. Mais vous avez tort. Ah bon, très bien. Vous avez tort. Je pense que Dieudonné, il faut combattre ce qu'il dit. Et il ne faut pas l'ignorer et encore moins, lui interdire de se produire dans telle ou telle ville. C'est des bêtises. Alors, en 2010, dans l'émission Cactus sur Paris Première, vous dites « Je préférerais que mes enfants ne soient pas homosexuels. » Tollé général. Ouais. Et alors? Vous êtes homophobe? Bien sûr que non. J'ai une petite fille et je rêve, comme un certain nombre de mes copains qui sont des homosexuels et qui sont en couple, d'avoir une petite fille que j'amènerai à l'église, qui me donnera des beaux enfants. Ça peut vous paraître stupide, c'est ce que j'ai envie. Et ça fait pas de moi un homophobe. Pas plus que le million de gens qui sont descendus dans la rue sont des homophobes. Mais vous pouvez pas parler pour le million de gens qui descendent dans la rue. Je suis d'accord, tous les gens qui sont descendus dans la rue ne sont pas forcément homophobes, mais il y a quand même tout un discours qui a découlé de cette manifestation qui était complètement ignoble, quoi. Je crois pas. Ah si. Alors, quelques mois plus tard sur France Inter, vous déclarez favorable à la peine de mort. Et vous en remettez une couche. C'est pas vrai. En décembre. Voilà, mais vous cumulez un peu quand même. Non, mais attendez, Robert, vous en remettez une couche. Attendez. En 2012, en décembre 2012, sur iTélé, en disant parfois on regrette qu'il n'y ait pas la peine de mort. Et le présentateur de iTélé vous a dit écoutez, non, on ne peut jamais être d'accord avec ça. Ça va de soi. J'ai simplement dit que si Dutroux, si on lui avait coupé le cou, ça ne m'aurait pas empêché de dormir. Si tu me demandes si je signe une pétition pour la peine de mort, bien sûr que non. Écoutez, j'ai défendu pendant 25 ans les droits de l'homme en prenant des risques que peu de gens ont pris dans le monde entier. Alors Dutroux, j'ai mieux à faire que Dutroux. Prendre des cas particuliers pour parler d'un truc général, c'est un peu du populisme sans vous agacer. Mais c'est toujours plus facile d'avoir du sentimentalisme sur des cas particuliers. Après, on sait tout ce que ça impliquerait de remettre la peine de mort. Ça serait horrible, il y aurait des injustices. Et la peine de mort n'ont rien à voir. Attendez, c'est pour ça que je dis que je ne signerai pas une pétition. D'accord. Alors, provocation également dans vos livres. Robert, en 2011, publie un livre qui s'appelle Vive Le Pen. Enfin, le titre, il est quand même assez... mais comme tu l'as lu, tu sais de quoi il parle. Oui, je sais. Cumulage quand même. Moi, c'est un punk, mais du mauvais côté, quoi. Du mauvais côté, pourquoi? Parce que vous prenez toutes les choses sur lesquelles la plupart des gens s'accordent pour dire qu'ils sont de l'autre avis. Pour les faire réfléchir un petit peu. Pour les provoquer. Je croyais que c'est ce que pour vous les provoquer. Moi, j'ai regardé un certain nombre de choses de vous et je me suis dit, tiens, il provoque et il essaye de faire réfléchir. Vrai. Alors moi, quand je signe un livre qui s'appelle Vive le Pen... Mais moi, ça reste dans du second degré. Oui, mais moi, c'est absolument du second degré. C'est un livre qui dit, en France, on peut dire ce qu'on veut. Tu peux dire, vive Staline, 60 millions de morts, personne ne s'en formalise. Tu dis, vive Le Pen, les mecs hurlent, comment tu as dit ça? C'est juste ça. Je moquais cette pensée prête à porter qu'il y a dans les médias. Alors, dans Vive l'Algérie française, vous dites que les pieds noirs n'ont pas tous été des colons, ce qui est assez vrai. Oui, je crois, oui. Vous parlez de l'œuvre de la colonisation. Je dis que l'image qu'on a construite des pieds noirs est injuste. Dire que la colonisation, ça a été absolument négatif du début à la fin, c'est stupide. Moi, je suis allé plein de fois en Algérie après, évidemment, et personne, même en Algérie, ne dit ça. Il n'y a que quelques intellectuels et quelques responsables de médias ou de gens qui sont dans des postes équivalents aux tiens pour dire des bêtises pareilles. Dire aux millions, il y a eu 1 800 000 pieds noirs qui sont partis en 62, dire vous êtes tous des colons salauds qui détestaient les Arabes, mon père, il parlait arabe, espagnol et français, on était d'Oran. Je ne crois pas que c'était un raciste. Il faut être juste un peu nuancé. Quand j'entends dans les médias un certain nombre de gens ne parler que des crimes de la colonisation, sans parler des milliers de morts, de disparus, qui sont le fait du FLN, c'est cacher une partie de la réalité. Alors, last but not least,
Vous vous présentez à la mairie de Béziers avec le soutien du Front National, Robert. Oui. Et alors? Le problème, c'est quoi? C'est que dans une ville comme ma ville, il y a 25% de gens qui votent Front National. Oui. Donc vous dites que si vous présentez avec le soutien du Front National, vous êtes déjà au moins 25. Non, ça c'est du cynisme médiatique. Non. Moi, je ne suis pas un homme politique. Oui. Je suis un type qui est de cette ville, qui la voit s'effondrer sur elle-même. Les problèmes de sécurité, les problèmes de pauvreté, les problèmes de ségrégation. Attends, laisse-moi finir. Les problèmes de ségrégation sociale qui existent, ces problèmes, tu peux les résoudre en mettant autour de la table, et j'y arriverai. Tu n'y crois pas, on en reparlera. Pourquoi ne vous présentez-vous pas sans étiquette? Mais je suis sans étiquette. Oui, d'accord, mais vous avez le soutien du Front National. Mais il n'y aura pas de candidat du Front National contre vous. Et il y aura d'autres partis qui soutiendront. Des gros partis, l'UMP-LPS? Non, bien sûr, pas l'UMP-LPS. Mais il y a des partis de gauche. Les chasseurs de la colombe. Mais non, absolument pas. Non, c'est pas ça. Les chasseurs de la colombe. Bon, non, moi je trouve ça quand même surprenant. Vous soyez passé de la Ligue communiste révolutionnaire à Reporters sans frontières à vous présenter aux élections avec le Front National. Qu'est-ce qui s'est passé? Une peine de cœur, une tumeur au cerveau? Il y a un musulman qui vous a piqué votre pain au chocolat, Robert. Max Boublil, rebonsoir. Bonsoir. Alors, la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, vous n'étiez encore, Max, qu'un comique du web. Oui. 6 mois plus tard, vous êtes ici en tant qu'acteur du film Les Gamins, qui a fait 1 600 000 un big up. Inutile de vous dire, Max Boublil, que nous sommes très flattés que vous soyez là. Je pensais que vous faisiez plus que le 20h de Chazal, moi. Quel succès. Gênant. Vous envisagez de quitter la France, vous installer en Russie en Belgique, pas pour des raisons fiscales. Ah oui? Ouais, parce que je trouve que c'est un pays formidable. Alors, le film ne sortira sans doute jamais aux États-Unis, mais vous pensez déjà aux Oscars? Écoute, non, mais c'est vrai, peut-être qu'il pourrait y avoir un remake. Un beau remake, c'est certain, avec Robert De Niro dans le rôle de Chabat. Ouais, et moi dans mon propre rôle. Bien sûr. Alors, comment ça va? Vous avez gardé votre femme, non? Ah non, ça y est, ça y est. Ça va. Alors vous êtes ici ce soir, donc Max. Quel mauvais esprit. Vous êtes ici ce soir. Vous êtes ici ce soir pour vous la péter grave d'abord. Un petit peu pour me la raconter. Un petit peu, faut bien le dire. Ouais. Et puis pour annoncer 2 représentations exceptionnelles, évidemment, à l'Olympia le 22 et 23 juin, tournée dans toute la France. Ça s'appelle en sketch et en chanson, et on regarde à quoi ça ressemble. Moi j'aime les moches parce qu'on se les fait pas piquer. J'aime les moches, on se sent plus beau à côté. Moi j'aime les moches. J'avais Mimi Mati qui était là cette soirée. Ah oui, oh trop mignonne, trop détendue. Elle me dit écoute Maxo, avant de venir je me suis fait couler un bon bidet. Oui, je fais des blagues sur les nains, oui. Bah j'en ferai pas sur les noirs, les juifs et les arabes parce que j'aurais peur de me faire péter la gueule. Mais les nains. Non, c'est pas bien de se moquer des nains, c'est se moquer de la différence. Et c'est une forme de racisme. Et moi, voilà, je vous dis comment on peut me traiter de raciste 2 minutes. Moi, j'ai quand même grandi entouré de noirs, d'arabes, de portugais. Bah oui, mes parents avaient du personnel de maison. Mais non, je suis pas raciste. J'ai enregistré des chansons contre le racisme. Et ce soir, tenons-nous la main, ne faisons plus qu'un contre les Chinois. Ah, parfait, Max Boublil, en sketch et en chanson, 22-23 juin à l'Olympia et ensuite en tournée dans toute la France. C'est vachement bien, moi je vous adore. Vous l'aimez les filles, hein? Il est sexy quand même, hein? C'est un peu comme Patrick Bruel à l'époque, mais bon, il est beaucoup plus jeune, évidemment. Comment va le bébé, alors? Ça va bien, ça va super bien. Vous partez en tournée pour pas changer les couches, c'est voilà, ça? Voilà, c'est un peu ça. Franchement, c'est un bon échappatoire, ouais. Ça se passe bien? Tout va bien, merci beaucoup, monsieur Ardisson. J'ai l'impression de rencontrer ma concierge. Ça va bien, la petite, sympa? Ça va, elle fait ses nuits. Elle fait ses nuits. Bon, on passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko, et c'est Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Aujourd'hui, tout le monde sait que Jérôme Cahuzac est un vilain petit cachotier. Mais en plus d'avoir caché son argent en Suisse, est-ce qu'il ne cacherait pas d'autres secrets?
À la veille des législatives qui doivent désigner son successeur à l'Assemblée, Mediapart publie de nouvelles révélations. Cette fois-ci, il est question de l'affaire HSBC. C'est l'histoire de cette liste de 3000 évadés fiscaux brandis en 2009 par Éric Woerth lorsqu'il était ministre du Budget. C'est pas du bluff. J'ai une tête à bluffer. Une liste remise à la justice par Hervé Falciani, un informaticien travaillant pour la banque HSBC à Genève. Mais comme Éric Woerth n'avait pas l'air pressé de poursuivre les 3000 évadés, l'avocat de Falciani s'est adressé à l'opposition. Dans l'espoir de faire éclater le scandale au grand jour, il alerte donc Arnaud Montebourg, chevalier blanc de la lutte anti-corruption. Moi-même, j'avais été alerté par les avocats de M. Falciani en disant qu'il y a un risque d'enterrement de première classe. Croyant bien faire, Montebourg transmet donc l'information à Cahuzac, qui en tant que président de la commission des finances à l'Assemblée, a le pouvoir de déclencher une enquête administrative. Oui, mais voilà, Cahuzac ne donnera jamais suite. Pourquoi ? Eh bien justement, qu'à l'époque, son frère, Antoine Cahuzac, était l'un des dirigeants de HSBC en France. Pourtant, Cahuzac s'est intéressé de très près au dossier HSBC. Selon le Parisien, il a même réclamé au fisc une copie complète de la liste des évadés fiscaux. Et ce n'est pas tout. En tant que président de la commission des finances, il a aussi demandé des copies complètes des dossiers fiscaux sur l'affaire Tapie et aussi sur l'affaire Takiedine ou encore l'affaire Bettencourt. Cahuzac s'est fait coincer par Mediapart parce qu'il planquait de l'argent en Suisse. Mais il n'est pas le seul. Cette semaine, Pierre Condamin-Gerbier, un ancien responsable de la banque Rail, a été entendu par une commission du Sénat. Il affirme qu'une quinzaine de personnalités politiques, dont des ministres de l'ancienne et de la nouvelle majorité, ont eux aussi des comptes en Suisse. Quand je parle de la classe politique française, je parle à la fois d'hommes et de femmes politiques pour leur enrichissement personnel et aussi en soutien des partis qu'ils représentent. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? À suivre. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Fabrice Arfi, bonsoir. Vous êtes journaliste à Mediapart et vous venez de publier l'affaire Cahuzac en bloc et en détail chez Don Quichotte. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, dans votre livre, vous racontez l'enquête qui a conduit Jérôme Cahuzac à démissionner. Et au moment où le livre sort, nouveau rebondissement de l'affaire. Donc, on va parler de ça d'abord et ensuite on reviendra sur votre bouquin. Alors, ce Hervé Falciani, là, employé de HSBC à Genève, a donné à Éric Woerth, à l'époque ministre du Budget, une liste. Il a tenté d'alerter la justice qui, sous la présidence Sarkozy, a déployé beaucoup d'énergie pour ne pas faire grand-chose et enterrer le dossier. Et voyant qu'il y avait un enlisement judiciaire, a tenté une autre voie, la voie politique et administrative, par Montebourg, qui était proche de ses avocats, d'alerter Jérôme Cahuzac, qui était à l'époque président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui a reçu un procès-verbal de 25 pages qui décrit dès 2010 le système HSBC. Et Jérôme Cahuzac n'en a absolument rien fait, alors que ses pouvoirs parlementaires étaient considérables. Alors pourquoi ? Il y a deux raisons objectives à l'absence de réaction de Jérôme Cahuzac. D'abord, il y a une réaction personnelle qui le concerne lui-même. C'est-à-dire que lui-même est un fraudeur fiscal depuis plus de 20 ans. Donc on peut comprendre qu'il n'ait pas de diligence particulière à actionner ce qu'il faut actionner du point de vue parlementaire pour traquer les fraudeurs et les banques coupables. Et l'autre raison, c'est en effet qu'à cette période-là, son frère, Antoine Cahuzac, est l'un des principaux dirigeants de HSBC France. Voilà. Et il s'avère que Jérôme Cahuzac avait vraiment entre les mains une bombe, une petite bombe bancaire, puisque aujourd'hui, la justice a ouvert une information judiciaire sur les pratiques de HSBC entre Genève et Paris. Voilà. Alors Cahuzac, lui, évidemment, il garde la liste pour lui. En même temps, il demande des copies des dossiers Takiedine, Bettencourt, Tapie. Alors, on peut penser que quand Cahuzac accepte d'être ministre du Budget, finalement, il est tranquille, il a peur de rien, parce qu'il sait qu'il tient tout le monde avec ce dossier. C'est une hypothèse. C'est vrai qu'on n'a jamais vu un président de la commission des finances, donc le poste qu'il a occupé entre 2010 et 2012, sous la présidence Sarkozy, demander autant de dossiers personnels fiscaux. On n'a jamais livré autant de dossiers au président de la commission des finances. Et qu'en a-t-il fait ? Donc aujourd'hui, Cahuzac, il a une arme terrible contre tout le monde. Et d'autant qu'il a été ministre du Budget après. Ouais. Alors, vous en pensez quoi, Robert, de tout ça ? Je sais pas, je pense que ça doit nourrir le tous pourri qui tue la démocratie. Parce que quand tu entends ça, tu te dis, mais ils sont tous pareils, d'un bord à l'autre, tout le monde se ressemble. En passant par le Front National, parce que c'est un conseiller de Marine Le Pen qui a ouvert le compte suisse de Jérôme Cahuzac, Philippe Péninck. Oui, justement, on se rend compte, en fait, que tous ces gens-là se connaissent par cœur. Marine Le Pen pouvait difficilement ne pas savoir. Ouais.
l'un de ses principaux conseillers politiques actuels est celui qui a ouvert le compte suisse de peut-être l'un des comptes suisses de Jérôme Cahuzac. Péninck. Donc au moment où l'affaire éclate, comment Péninck n'alerte pas la présidente du parti pour laquelle il travaille? Ne lui dit pas. Ouais. Alors il y a la banque REL, qui est la banque où Cahuzac a mis son argent. L'une des banques. Après, l'une des banques. Hein. Et finalement, le mec qui s'occupait de lui, c'est un dénommé Dreyfus. Hervé Dreyfus. C'est l'architecte de la dissimulation fiscale de M. Cahuzac. Alors, ce Dreyfus, c'est le demi-frère de REL, qui est le fils du fondateur de la banque REL, ami très proche de Cécilia et Nicolas Sarkozy. Ah, il les connaît très bien, les Sarkozy. Voilà. Ouais. Ami d'enfance de Cécilia Sarkozy. Donc on se rend compte qu'en fait, tous ces gens-là se connaissent. Voilà, c'est un système de prédation, à travers notamment la politique, où on s'accapare le bien public à des fins personnelles. Pourquoi Le Pen, pourquoi Sarkozy n'ont pas balancé Cahuzac? Ils savaient qu'il avait un compte en Suisse, tout le monde le savait. Ben c'est une bonne question, c'est-à-dire qu'en effet, Jérôme Cahuzac est devenu... dans des circonstances qui méritent encore d'être éclaircies, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale sous Nicolas Sarkozy, alors qu'il était socialiste. Et on sait aujourd'hui, que 2 ans avant, Éric Woerth, donc du parti Nicolas Sarkozy, avait été alerté sur l'existence du compte suisse. Oui, alors. Est-ce qu'on a mis Jérôme Cahuzac à ce poste-là pour pouvoir dire d'un côté, à main gauche, regardez les démocrates que nous sommes, nous mettons un homme de l'opposition à la tête de la commission des finances, mais en même temps, c'est celui dont on connaît la part d'ombre. En même temps, on le tient. C'est comme DSK. À mon avis, Sarkozy a favorisé l'installation de DSK au FMI parce qu'il le tenait pour les histoires de cul. Donc en fait, il donne des postes importants à des socialistes en sachant que de toute façon, ils les tiennent. On sait qu'il y avait des notes de renseignement sur les mœurs de DSK. Alors c'est une mafia un peu... C'est pas une mafia à l'italienne, c'est un peu une mafia poutinienne. Ça fait plus penser à la Russie qu'à l'Italie. Vous trouvez pas? Oui, il y a quelque chose du crime financier oligarchique. C'est une mafia où la haute finance rencontre la haute politique et on s'arrange entre soi au mépris de la loi commune. Mais heureusement, ça commence maintenant. Ça a été un long combat. Rappelez-vous, nous étions le pire de la presse, des procureurs, des fascistes même, nous avait-on dit. Mais maintenant qu'une justice indépendante tente de traduire judiciairement tout cela, on voit ce qu'il en est, l'affaire Tapie. C'est un mérite, en tous les cas, qu'on peut reconnaître à Hollande, c'est qu'aujourd'hui, les juges travaillent tranquillement, non? En tout cas, dans un dossier qui l'a concerné personnellement, puisque c'était l'un de ses ministres qui était en cause, on a vu que la justice a pu travailler sereinement. Je l'espère, j'espère comme vous qu'il n'y aura pas d'attitude, de prudence qui fera encore une fois que les gens se diront c'est tous les mêmes, ils sont tous pourris. Oui, mais c'est un peu malheureusement l'image qu'on en a. Et en plus, écoute Fabrice, ils se connaissent tous, ils sont tous copains. Mais c'est pareil avec les gens. J'ai entendu ça avec Mitterrand qui bouffait des ortolans avec Bousquet. On a l'impression que c'est shakespearien, ça continue. Bon, alors on veut pas ouvrir sa gueule, sinon on va se retrouver comme Robert Boulin avec une balle dans la gueule. C'est pas que la classe politique. C'est la classe politique, les médias, le showbiz. Tout ça, c'est la même chose. Non. Mais au contraire, c'est précisément l'inverse pédagogique qu'on essaye de faire par nos enquêtes et les vérités de fait, non pas d'opinion, qu'on essaye de mettre sur la table. C'est justement détruire cette idée venimeuse du tous pourri. Le problème n'est pas le messager, le problème est que, je crois, notre démocratie, notre République n'est pas assez outillée pour faire face à cela. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas vraiment à la corruption. On ne s'attaque pas vraiment politiquement aux paradis fiscaux, qui sont pourtant des questions qui sont au-delà des partis. Mais c'est pas que des blocages institutionnels, c'est aussi un pays qui fonctionne avec des élites qui ont des rapports incestueux entre les uns et les autres. Quand tu vois des clubs comme Le Siècle, où tu retrouves les grands patrons, les grands politiques, les éditorialistes de la presse française, quand tu vois les journalistes qui vont dans les mêmes milieux, qui se fréquentent, qui finissent dans les mêmes lits que les politiques et tout, tu te dis ça nourrit... Ou quand on voit le conseiller de la présidente du parti qui vous soutient ouvrir le compte de Jérôme Cahuzac. Mais je défends pas les partis politiques. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je rejoins un peu l'avis d'Antoine. Puis en plus de ça, je trouve que les réponses qui sont données aux gens sont quand même assez débiles. Demander aux politiques de donner leurs revenus, leur compte bancaire, voir qu'il y en a un qui n'a même pas de quoi s'acheter un ticket de métro. Je trouve ça... c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Je trouve que c'est surtout la réponse immédiate qu'on dit « Ouh là là, merde, vite, alors qu'est-ce qu'on va dire ?» Et je trouve que c'est... effectivement, il y a un côté tous pourris, quoi. Et c'est pas que dans notre pays, c'est partout, c'est mondial, de toute façon. Ce que vous faites
heureusement que c'est là, mais en même temps, ça conforte l'idée du tous pourri. Parce que là, on se rend compte que les uns se connaissent, que les mecs bouffent avec les tels, qui couchent avec un tel. Ce serait considéré que l'ignorance est mieux que de savoir. Oui, mais il va rien se passer une fois qu'on aura la vérité. Ah ben si. Ah ben si, la vérité est toujours révolutionnaire. Alors, justement, ce Condamin Gerbier, là, qu'on voit, qui était le patron, en fait, de l'UMP en Suisse, qui a été reçu, là, par les sénateurs cette semaine, et il a, lui, la liste, non? Lui, il a eu connaissance directement d'évasion fiscale et de fraude fiscale de responsables politiques actuels, oui. Ouais. Alors, dans votre livre, vous racontez les pressions que vous avez subies à Mediapart au moment de la révélation. C'est incroyable. Alors, ce Stéphane Fuchs, là, de Euro-RSCG, qui était le conseiller en communication de DSK. C'était aussi celui de la campagne de Jospin en 2002. Et lui, alors, il a porte ouverte au Journal du Dimanche. Hein. Il fait ce qu'il veut au Journal du Dimanche, puisqu'il arrive à faire passer un article avec marqué la Suisse blanchie Cahuzac. Oui, c'était la conclusion médiatique d'une opération politique. C'est fou. Qui était au plus fort de l'affaire, comment une partie du gouvernement, et en l'occurrence M. Moscovici et son administration, ont posé une mauvaise question à la Suisse dans le cadre d'une entraide administrative fiscale, dont la réponse a été « Jérôme Cahuzac n'a pas de compte en Suisse ». Et le JDD, sur la foi d'un document qu'il n'a pas vu, a titré en une « Les Suisses ont blanchi Cahuzac ». Donc moi, à ce moment-là, j'ai vu l'affaire enterrée. Et donc aujourd'hui, il y a une commission d'enquête parlementaire qui travaille sur d'éventuels dysfonctionnements du gouvernement dans la gestion du scandale. Et la question se pose de comment nous, petit journal, avec un calepin, un stylo et un peu de jugeote, on a pu découvrir un compte en Suisse et qu'après sa révélation, pendant 3 mois, une administration gigantesque avec 150 000 agents, non seulement n'a pas pu retrouver le compte, mais a dit qu'il n'y en avait pas. Et puis il y a Jean-Michel Apathy, faut le dire aussi. Derrière les chicaneries un peu de cours d'école qu'on a pu avoir l'un et l'autre, il y a quand même un grand débat de fond journalistique. L'affaire Cahuzac a été pendant de très longs mois le théâtre ombrageux d'une guerre à mort entre la communication et l'information. Et que dans une société du commentaire, où ce qui compte, c'est d'avoir un avis sur tout, partout, tout le temps, voilà, ça l'emporte sur les faits. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que ce ne sont pas les opinions qui font l'opinion, ce sont les faits qui font l'opinion. Bien. Fabrice, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Lou Berry, de Robert Ménard, d'Antoine Duléry et de Max Boublil. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Yati Swamy. Bonsoir. Alors, Yati Swamy, depuis la mort de Clément Méric, les groupuscules d'extrême droite sont sous les feux de l'actu. Ces skinheads, leur ultraviolence et leur haine, vous les connaissez bien, et pour cause. Dans votre jeunesse, vous avez été l'un des skins les plus célèbres de Paris. Depuis, vous avez découvert la spiritualité hindouiste, et de skin, vous êtes devenu moine. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. J'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». France. Le fascisme est à nos portes. Mort de Clément Méric, militant d'extrême gauche, c'est scandaleux. C'est scandaleux. L'agresseur Esteban, d'origine espagnole, le chef des jeunesses nationalistes révolutionnaires Serge Ayoub, d'origine libanaise, Clément, d'origine bretonne. Il y en a marre de ce racisme anti-celte. Et puis, surenchérissons, un anticapitaliste qui meurt au cours d'une vente privée. Échec scolaire. Hollande va au Japon. Alors, pourquoi pas? Et là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il présente ses condoléances aux Chinois. Oui. Bonne vanne de François Hollande. C'est vrai qu'à ce rythme-là, il ne lui reste plus qu'à vanter les racines chrétiennes de l'Arabie Saoudite et lire des extraits de Mein Kampf à la Knesset. Et on est bon, hein. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Il est en train de découvrir le monde. Ça, c'est... Au Japon, il trouve formidable les Japonais. En Allemagne, il trouve génial ce que font les Allemands. C'est l'extase permanente. Mais bon, c'est le talon d'Achille du touriste débutant, quoi. Quand tu voyages pour la première fois, même les bidonvilles de Calcutta, tu trouves ça exotique, quoi. Et si en plus tu as la chance d'être traversé par la tourista, tu frôles la transmystique. Là, c'était le...
International toujours, cette affaire d'écoute aux États-Unis. Alors il paraît que c'est un programme qui détecte les messages avec les mots-clés bombe et attentat. Ils prennent vraiment les terroristes pour des cons, quand même. Mais ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'il paraît qu'on a un centre de surveillance en France aussi. Si aux States, ils sont aussi nuls, j'ose pas imaginer le niveau chez nous, quoi, tu vois. Le logiciel chez nous, il doit tiquer sur des mots comme incivilité ou grand frère. International toujours, bientôt des élections en Iran. Alors comme dans toutes les grandes démocraties, il y a deux camps, il y a les conservateurs et les progressistes. Alors voilà la modernité, le mec de gauche. On est rassurés, hein, si dans 2 ans ils n'ont pas le mariage pour tous, ça va, c'est... Grèce, fermeture de la télévision publique. Ouais, je suis très inquiet. Enfin, du coup, il n'y a plus de solution de secours pour Ayagas, quoi. Qu'est-ce qu'il fait si... Pauvre grec. La télé grecque, c'est quand même la double peine. Hein. Les gens, ils n'ont plus de boulot, ils sont chez eux, ils n'ont plus de télé. Tu sais ? Mais bon, ils vont être obligés de lire comme quoi la seule vraie politique culturelle, c'est l'austérité. Balance commerciale. Enfin, une lueur d'espoir dans les échanges entre la France et le monde. Oui, on a retrouvé un Vélib à Bamako. C'est véridique. C'est vrai. Ouais. Non, Trocadéro, suite aux émeutes, 11 nouvelles arrestations. Alors 11, moi je veux bien que la police fasse du zèle, mais de là à coffrer l'équipe du PSG... Médecine. Le premier greffé des 2 jambes a été amputé. Qu'ajouter à cela? Enfin, ajouter ou à retirer... Enfin, c'est... Argent. Guéant a touché 10 000 € de prime par mois. C'est pas cher payé, quoi. Le mec, il doit travailler 24 heures par jour avec des flics, quoi. Ouais. T'imagines, toi, bouffer tous les jours à la cantine avec Derrick et Navarro? Ah bon, transition avec un peu d'amour, ça... DSK a été approché par les autorités du Sud-Soudan. Ah. DSK revient en Afrique. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour reconquérir Nafissatou, hein? Il y a des bonnes nouvelles. Musique. Le guitariste du groupe Queen lutte pour la sauvegarde de 5000 blaireaux en Angleterre. Alors, ça peut sembler pathétique, mais quand on pense que le guitariste de Johnny, lui, doit jouer devant eux... Ah ouais, non, moi, Johnny, pas de pitié pour les fans de Johnny. Quand Johnny Hallyday qui a déclaré « J'ai refusé les Beatles ». Dans une carrière, refuser les Beatles, c'est dire oui à Zazie si c'est pas du flair. Non mais... C'est un peu comme si tu vois arriver Steve Jobs dans ton bureau avec un prototype d'iPhone et tu lui dis « Non, non, ce qui va marcher, c'est les hauts fourneaux. » Chanson toujours, il y a 2 bonnes femmes actuellement qui se battent pour l'héritage d'un défunt. Bon, après La Fouine et Booba, Jennifer et France. Je sens que ça va se finir à coups de Louboutin dans une vente privée Sephora, c'est ça le truc. De toute façon, la musique, c'est compliqué, c'est un art très compliqué. Quand on a des cordes vocales, on chante, quand on a une plume, on écrit, quand on a l'oreille, on compose, et quand on n'a rien de tout ça, bah, on fait du rap. Enfin, c'est... À propos de musique exotique, il y a eu les Yabon Awards à Paris. Ah oui. Oui, ça c'est les Césars qui récompensent des personnalités pour des phrases racistes. Donc le truc plutôt sympa, familial, quoi. Le truc... Bon, en revanche, c'est toujours les mêmes, quoi. Les lauréats, Copé, Elisabeth Lévy, Véronique Jeunesse, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Terminons sur une bonne nouvelle. Oui. Michael Youn a encore été cambriolé. Avec un peu de chance pour le cinéma, les voleurs auront aussi dérobé les scénarios des prochains films. Alors, est pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain sur Canal à 15h05 et sur canalplus.fr. Vous aussi, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Yati Swami, rebonsoir. Vous êtes né le 16 juillet 1967 à Levallois-Perret.
sous le nom de William Deligny. Votre père travaille à la RATP, votre mère est femme au foyer, vous avez un frère et une sœur plus âgés que vous. Toute la famille vit dans une HLM de Bagnolet, dans l'Est parisien. Alors votre père est fortement porté sur l'alcool. Vous dites parfois, quand il rentrait, ma mère était obligée de l'aider à enlever ses chaussures. Il était très gentil avec ma mère en ces moments-là, mais il pouvait plus se déshabiller tellement qu'il était bourré, quoi. Donc j'ai grandi dans cette ambiance un petit peu. Voilà, alors tout ça vous semble normal, comme il vous semble normal de mettre du vin dans l'eau à la place de la grenadine. Vous dites l'alcoolisme, j'étais né dedans. Bah en fait, il faut comprendre que dans les cités que j'ai vécues, à 8 ans, c'est la clope, quoi. Ouais. À 11 ans, les premières cuites, la drogue, c'est quelque chose qui est banal, quoi. Ouais. À l'école, vous découvrez une aptitude à la bagarre et la célébrité que ça vous apporte vous plaît, en fait. Un jour, il y avait une terreur, quoi, et donc bah, j'ai répondu à ces affronts et je lui ai mis une droite. Donc je suis devenu un petit peu le héros, quoi. Et tout le monde a commencé à avoir peur de moi, et c'était pour moi nouveau, quoi. Alors à 9 ans, vous vous mettez à boire de l'alcool. À 11 ans, vous êtes accroché à l'alcool. Alors, sur le plan musique et look qui va avec, vous êtes d'abord rockabilly, c'est-à-dire la banane. Hein. Ensuite, vous êtes hard rock, et ici d'ici. Ensuite, punk. Mais c'est en 1980, à l'occasion d'un voyage en Angleterre, que vous voyez pour la première fois un skinhead et une bird. Une bird, c'est une femme skinhead. Quand j'ai vu ce skinhead-là, qui déambulait dans les rues du marché avec cette femme, elle avait les cheveux roses, avec des petites mèches, comme ça. Et là, ça a été, je sais pas, j'étais fasciné. Au point que je pouvais plus les quitter des yeux, quoi. Vous dites, je n'avais encore jamais vu de look qui inspirait autant la peur, je me suis senti aspiré. Tout à fait. Alors, pour éviter la délinquance, vos parents vous inscrivent dans un lycée privé rue d'Assas. Hélas, c'est là que vous rencontrez le tyran. Alors le tyran, vous dites, quand il marchait, il donnait l'impression qu'il était le contrôleur du monde. Alors à partir de là, vous n'avez plus qu'une idée en tête, devenir skin, faire partie du groupe le plus craint. Alors vous vous coupez les cheveux très courts, vous vous habillez comme eux, à commencer par l'accessoire indispensable, celui qui permet de basculer du côté des méchants, les Rangers. J'ai trompé ma mère en lui demandant si tu pourrais m'acheter une paire de Rangers, un bomber. Et en fait, c'était un look skinhead, elle ne le savait pas. Et à partir de ce jour-là, en fait, j'ai commencé véritablement à vivre ce personnage, quoi. Ah oui, vous êtes prêt à tout pour avoir une identité, pour être respecté, pour être accepté. Et finalement, vous rencontrez la bande du tyran, c'est les skins de Tolbiac, mais vous les trouvez un peu trop calmes. Et finalement, votre bande, ce seront les skins de Gambetta. Et c'est comme ça que vous rencontrez Serge Ayoub, alias Batskin, le fondateur des jeunesses nationalistes révolutionnaires, dont on parle beaucoup en ce moment. Alors les skins de Gambetta font de vous leur mascotte, et là vous trouvez ce que vous cherchez depuis toujours, c'est-à-dire la bagarre, la provocation, le rock'n'roll. C'est vrai qu'à l'époque, il y a beaucoup de skins dans Paris, hein. Les bandes de skins fleurissent, et puis c'est une escalade de violence sans fin entre ces bandes. Vous dites... J'avais pris comme arme de défense le vieux hachoir de mes parents. Quand vous êtes petit, il faut une arme. J'avais toujours une arme sur moi, en cas où on venait m'agresser, quoi. Mais attends, mais quand t'es skin, tu crains les autres skins, c'est ça? Pas forcément. En fait, tu sais, quand tu skins, t'aimes personne, tu haïs tout le monde. En fait, tu crains tout le monde. Ça veut dire que t'as tellement de haine, t'as une parano, tu vois des ennemis dans toutes les directions. Là, vous devenez ultra violent. Un jour, il y a un skin de la bande des Halles qui veut votre bomber. Vous lui explosez le nez à coups de tête et à coups de poing, quoi. C'est vrai qu'à 16 ans, vous êtes vraiment un adolescent habité par la haine. Vous faites tatouer des croix gammées, vous devenez complètement asocial. Et les profs, finalement, s'arrangent pour que vous ne veniez plus en classe. Les professeurs sont venus me trouver pour me dire, écoute, on préfère que tu viennes pas en cours. On le dit à personne, mais laisse-nous tranquille. Voilà. Alors, vos parents, vous les traitez comme des ennemis. En fait, vous n'avez plus que votre bande, quoi. Vous vivez à l'intérieur de cette bande de skins. Et un jour, vous vous retrouvez en train de vouloir faire rentrer, à coups de pied, la tête d'un mec entre le trottoir et une roue de voiture. Juste parce qu'il vous avait regardé. Hein. C'est affreux. Je demande pardon à tous ces gens que j'ai frappés, et
aujourd'hui, je demande sincèrement pardon. Mais c'est vrai que j'ai fait des choses vraiment horribles, quoi. Ce qui est le plus terrible, c'est qu'ensuite, vous ne vous enfuyez pas. Vous jouez au flipper et la police finit par vous arrêter parce que vous êtes là, quoi. Et vous prenez 6 mois avec sursis. Donc voilà, ça continue comme ça. Une autre fois, vous jouez à sauter sur la tête d'un mec depuis le capot d'une voiture. En fait, la violence, la haine, à un moment, ça prend un tel degré qu'on en jouit. Et on prend plaisir avec. C'est une drogue dure, là. C'est une drogue dure. Ouais. Et alors, au lieu de simplement frapper quelqu'un normalement, eh ben, vous imaginez des tas de choses parce que ça devient sadique. Il faut comprendre que dans un groupe comme ça, on boit beaucoup. Ça veut dire qu'on boit et après on frappe. Et c'est une chance que vous n'ayez jamais tué personne. Tout à fait. Alors c'est l'époque où la bande commence à tisser des liens avec l'extrême droite. Elle devient ouvertement raciste. Et vous faites de la musique à ce moment-là, au sein d'un groupe qui s'appelle les Evil Skins. Et votre chanson favorite s'appelle la Zyklon Army. Donc le Zyklon, c'est le gaz qui a été utilisé à Auschwitz. Hein. La politique, c'est comme un décor, un fond. J'aurais pu être communiste. Oui, Redskin. J'aurais pu être n'importe quoi, mais c'était la violence et le gang qui était important. Non mais William, vous saviez qu'il y avait eu quand même des millions de gens qui ont été gazés dans des chambres à gaz. Disons que j'étais devenu un débile mental. J'étais complètement détruit. Et un jour, vous êtes dans le métro, il y a un Maghrébin qui vous demande s'il peut s'asseoir sur un siège à côté de vous, vous acceptez. Et puis là, en fait, il s'approche à côté de moi et puis je ressens de l'amour, je ressens quelque chose. Je dis, et là, il me dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu as ces choses si haineuses? Et là, je me lève. Et j'étais complètement asphyxié par la situation. Et là, je dis, mais quoi, je le frappe, je peux pas. Et là, vous commencez à en avoir marre de faire peur aux gens. C'est là que vous réalisez, que vous terrorisez la famille juive qui habite en face de chez vous, que vous connaissez depuis toujours. Et quand ils vous voient arriver, ils s'en vont. Ils vous prennent pour un monstre. J'étais comme un nazi, quoi, vraiment. Là, vous comprenez pas très bien ce qui vous arrive. Vous sentez une force positive venir vous chercher. Vous ressentez, vous, le skin nazi, un besoin d'amour. Vous dites, j'étais habillé en skinhead, mais au fond de moi, je commençais à apprécier les gens. Je n'arrivais plus à les regarder avec violence. Je connaissais plus l'amour, ce que c'est l'amour, la bonté. Et quand cette chose, elle est rentrée en moi, pour moi, ça a été comme un ennemi. Je me suis dit, tiens, un ennemi à combattre. Parce que je passais ma vie à me battre contre mes bonnes qualités pour développer qu'un boule de nerfs, quoi. Et là, quand c'est rentré, c'est quelque chose qui est rentré de plus en plus. Je pouvais plus me battre contre ça. Donc, à un moment, ça commençait à prendre le dessus sur moi. Et j'ai pris, comment dire, j'ai été à l'intérieur de ce look, de ce personnage. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? J'arrivais plus à l'assumer. Et là, un de vos amis skin qui s'appelle Sniff, qui se pose aussi des questions, vous branche sur des livres de yoga, de spiritualité, de méditation, et vous découvrez une autre réalité. À ce moment-là, vous dites, j'ai ressenti une force m'envahir comme si Dieu m'avait répondu qu'il existait. Vous êtes touché par la grâce. Là, j'ai commencé véritablement à prier. Et un jour, il y a quelque chose qui est venu et qui m'a véritablement changé. J'ai ressenti un changement du jour au lendemain. Toujours dans les extrêmes. Quand on va au fond de la haine, après on a envie d'aller au fond de l'amour. C'est pendant cette période de changement que vous rencontrez Corinne, vous lui faites une petite fille, vous partez ensemble en Guyane, vous arrêtez de boire, de fumer, de manger de la viande, vous voulez à ce moment-là consacrer votre vie à Dieu. Mais Corinne ne partage pas votre quête de spiritualité. Elle vous quitte en vous écrivant que vous ne la reverrez jamais, que vous ne reverrez jamais votre fille, mais qu'elle lui parlera de vous le jour de ses 18 ans. Et là, vous réalisez que vous aimez tellement Corinne et votre fille que vous n'en voulez pas d'autres. Vous ne voulez pas d'autres femmes, vous ne voulez pas d'autres filles, et vous décidez d'offrir votre vie à Dieu et de devenir moine hindouiste, ce qui explique votre tenue. En fait, je ne les ai pas délaissés pour quelqu'un d'autre. Si je vais vers Dieu, à ce moment-là, je resterai fidèle toute ma vie. Et j'aurai pas une autre femme et pas un autre enfant. Et vous n'avez jamais eu d'autre femme et jamais eu d'autre enfant? Jamais. Voilà, vous partez en Inde et au retour d'Inde, vous fondez un monastère à côté de Rouen, où vous vivez aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, ma vie, c'est un don pour les autres, quoi. Ouais. Et
j'ai pu, par la grâce de Dieu, aider beaucoup de monde à changer. Et beaucoup de gens ultra-violents viennent me voir. En fait, ouais, c'est... Vous voyez des skinheads encore? Ouais, des skinheads viennent me voir. Si vous aviez quelque chose aujourd'hui à dire aux skinheads, justement, à tous ces skinheads, vous leur diriez quoi? Je leur dirais juste une chose. C'est que le problème, il est dans le cœur. Il n'est pas chez les autres. Même si vous retirez tout ce qu'ils n'aiment pas de la France, ils auront toujours le même problème. Le problème de tous les êtres, il est dans le cœur. Et on est simplement fait pour aimer. Donc, aller vers la destruction, ça ne résoudra aucun problème. Ce sera le mot de la fin, merci. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi, avec Marie-Lou Berry pour Joséphine, en salle mercredi, Robert Ménard, candidat à la mairie de Béziers en 2014, Antoine Duléry, le one-man Antoine Duléry fait son cinéma mais au théâtre commence cet été, donc à Avignon, au Chêne Noir. Max Boublil, en sketch et en chanson, à l'Olympia, 22-23 juin, et en tournée dans toute la France. Fabrice Arfi, de Mediapart, pour l'affaire Cahuzac, chez Don Quichotte. Et Yati Swami, merci de votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Groland. Et pour les abonnés à 20h50, La Dame en Noir, avec Daniel Radcliffe. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, l'édito des Gréments et Gaspard Proust. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.